nous prenons du retard. Laurent Mauduit, sur la question sociale, et la question qui pourrait être immense. Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais vous parler du sujet sans doute le plus grave que vous trouverez si vous êtes élu, celui des chômeurs, des 5,5 millions de demandeurs d'emploi qui ont le plus des raisons d'être en colère, même, pardon pour la formule, d'avoir la rage. Oui. Et donc, en fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que ces gens-là ont des raisons de voter pour vous dimanche, ou est-ce qu'ils peuvent avoir des raisons d'avoir, dans 5 ans, encore plus la rage? En clair, est-ce que la catastrophe démocratique que j'espère nous éviterons dimanche, est-ce que peut-être, parce que vous ferez, nous ne l'éviterons pas dans 5 ans? Si je vous pose la question dans ces termes-là, c'est que sur ce volet, vous avez annoncé dans votre projet une réforme de l'assurance chômage, et je pense qu'on peut y voir des risques. Je pose la question gravement, sans aspect polémique, vous me répondrez. Quel risque pour les chômeurs? J'en vois 2. Un, vous avez dit que l'un des volets de cette réforme sera de renforcer les contrôles. Et donc, qui dit plus de contrôles, dit nécessairement plus de radiation. Et dans votre équipe, on a annoncé qu'il y aurait sans doute un montant d'économie important. Donc, les contrôles seraient coercitifs. Et c'est inquiétant parce que toutes les études dont on dispose montrent que les contrôles sont toujours inefficaces, qu'en clair, les contrôles, ça conduit des gens à prendre vite des petits boulots, et ce sont ces gens-là qu'on retrouve ensuite en circuit court, à nouveau, qui tombent dans la trappe du chômage. C'est la première question. Puis la seconde question qui est liée, qui est plus générale pour les chômeurs, c'est que cette réforme voulait sortir du vieux système solidaire, qui est la philosophie de notre modèle de protection sociale, où à une cotisation répond une prestation, c'est l'État qui prend la main. L'État qui prend la main avec des nouvelles professions entrantes, mais j'imagine à contraintes budgétaires identiques. Et donc, le risque, c'est quoi? C'est une baisse des prestations pour tout le monde. Est-ce que la durée de couverture, de protection va diminuer? Est-ce que les prestations, ou est-ce que vous pouvez prendre l'assurance que les chômeurs peuvent être sereins, que leur pouvoir d'achat, si je peux dire, en termes de prestations, va rester inchangé sous votre quinquennat? Alors d'abord, vous posez la question au bon niveau. Et je l'intègre à ce niveau-là. Sur le sujet économique et social, celui du chômage comme celui des inégalités, celui de la capacité à produire. 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. La question démocratique, tous ces sujets dont on voit les fêlures, voire les fractures dans notre société. Si j'échoue ou à les régler, ou en tout cas à apporter une réponse et un début de réponse palpable, dans 5 ans, ce sera encore pire. Et dans 5 ans, là, ce dont se nourrit le Front National sera encore plus vivace. Donc cette responsabilité, je la mesure, parce que moi, cette campagne, je l'ai menée à certains moments avec cette rage, cette colère, parfois cette peur au ventre, parce que je vois la société française telle qu'elle est. Donc je veux vous dire que vous la formulez de la bonne manière, et j'en suis conscient. Donc c'est aussi pour ça que je veux faire vite, et que je veux faire vraiment quelque chose qui produise des résultats, parce que nous sommes... Et c'est mon grand désaccord avec certains qui sont à la gauche ou à l'extrême gauche, qui veulent protéger un modèle qui, depuis 35 ans, nous fait qu'on est le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas réglé le chômage de masse. Pour autant, je ne veux pas du modèle anglo-saxon, qui est un modèle injuste. Je ne propose pas, moi, les mini-jobs, etc. La clé, c'est d'avoir l'efficacité économique et de réussir à tenir la cohésion sociale. Sur le chômage, qu'est-ce que je propose? Qui est une vraie révolution, pour le coup. Ce n'est pas de sortir d'un modèle solidaire, c'est de sortir d'un modèle assurantiel. Notre modèle actuel, il est assurantiel en ce qu'il est, on appelle ça bismarckien. Celui qui cotise a une prestation, et le temps de la prestation dépend de la durée de cotisation. Il fait d'ailleurs... C'est ce que les syndicalistes appellent un salaire différé. Voilà. Vous êtes payé... Mais aujourd'hui, ça marche très bien quand vous êtes en plein emploi, ou quand le chômage est résiduel. Ça ne marche plus quand on est en chômage de masse, ce qu'on est depuis 30 ans. Bilan des courses, ce régime, qu'on appelle l'UNEDIC, a accumulé plus de 30 milliards de déficit courant. Donc la réalité n'est plus assurantielle. C'est le contribuable qui le paye. Donc il y a une énorme hypocrisie dans le système. Ça n'est plus payé par les cotisations, c'est le contribuable. Premier point. Deuxième point en gouvernance, il n'est donc pas juste que ce soit un système paritaire, puisque le fait que ce système ne soit piloté que par les partenaires sociaux ne se justifie que par son financement exclusif par les cotisations. Dans la mesure où la réalité de son financement, c'est l'impôt de fait par la garantie d'État, l'État doit avoir son mot à dire. Et enfin, c'est un système injuste. Et on l'avait évoqué la dernière fois dans un débat passionnant sur les auto-entrepreneurs et ces nouvelles formes d'emploi.
Mais si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, artisan, commerçant, agriculteur et que sais-je, vous n'accédez pas à ce régime. Ouais. Vous n'y accédez pas. C'est injuste. Or, la société développe ces formes-là. Or, la réalité, c'est que le chômage n'est plus un risque individuel sur lequel vous pouvez vous assurer. C'est devenu un risque économique et social, macroéconomique, lié au changement profond technologique qui fait que n'importe qui, quel que soit son statut, peut être fracassé par celui-ci. Bon. Ce qui fait que je transforme la gouvernance et le financement, je supprime les cotisations sociales salariales sur le chômage, comme on l'a fait pour la maladie progressivement depuis 20 ans. Et je fais de l'assurance chômage une assurance universelle, qui est donc financée par la CSG. C'est ce qui explique cette transformation où je supprime 3 points de cotisation sociale pour faire 1,7 point de CSG. Ce qui est très juste pour tous les travailleurs et ce qui leur fera gagner d'ailleurs du pouvoir d'achat parce que j'élargis la base, y compris d'ailleurs sur les revenus du capital, y compris sur les retraités les plus âgés. Je l'ai assumé. Les retraités les plus modestes, et 40% de retraités modestes, n'auront pas cette augmentation. Les retraités les plus aisés. Les retraités les plus Vous aisés. avez dit les plus âgés. Vous avez dit Pardon, les plus, oui, les merci. plus, et les Merci plus modestes. pardon. C'est-à-dire les 60% qui sont au taux normal. Merci Voilà. de la correction. Mais donc, ça, c'est une vraie transformation. Et donc, je rentre dans une logique, comme on l'a fait pour l'assurance maladie, universelle, où l'État reprend la main avec les partenaires sociaux autour de la table, c'est-à-dire elle est tripartite. Ce qui fait que... Si je peux me permettre, juste, puisque... Un droit de suite. Un droit Laurent de Mauduit. suite. Voilà. Je vais répondre Il sur la y a un thèse. autre risque au plan de la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure des ordonnances sur l'autoritarisme que cela suggérait, mais ça le vaut aussi pour la question sociale. Parce que si la vie sociale est faite d'ordonnances sur la question du droit du travail et de dessaisissement des partenaires sociaux... Mais ils ne seront sur pas dessaisis, ils sont autour de la table. Mais Ah oui, comme on l'a d'accord, pour mais l'assurance vous remettez maladie... en cause le paritarisme. Non, mais oui, complètement, et je l'assume. Parce que ce n'est pas du paritarisme le financement de l'assurance chômage. Ce n'est pas vrai. Expliquez. Mais je viens de le dire, parce que le paritarisme, c'est les organisations syndicales et les organisations patronales qui décident tout seuls, parce qu'ils sont les représentants des salariés et des patrons, et parce qu'on ne finance que par des cotisations salariales et patronales. Ça n'est plus vrai, puisque la garantie du système, elle est faite par l'impôt. Donc c'est normal que l'État soit autour de la table. Et moi, je vais au bout, puisque je supprime les cotisations salariales, je le finance par l'impôt, je les laisse autour de la table dans la gouvernance, comme on l'a fait pour la maladie. Mais l'État arrive. Mais vous avez une drôle de représentation de l'État. L'État, il est détenteur de l'intérêt général. Et donc, il y a aussi des lois qui seront prises. L'assurance maladie, on a fait cette réforme, mais on vote chaque année un objectif national de dépenses d'assurance maladie qui se décline et qui est appliqué par la Caisse nationale d'assurance maladie, où l'État, justement, est revenu autour de la table, les partenaires sociaux étant là, mais décide. Donc, il y a un contrôle parlementaire. Aujourd'hui, des partenaires sociaux n'ont aucun intérêt à trouver un accord responsable puisqu'ils ont la garantie implicite de l'État. Donc, on a un système qui marche objectivement à l'envers. Donc, tripartisme, l'État revient, garantie parce qu'il y aura un vote et donc un contrôle parlementaire, c'est même plus clair en termes d'intérêt général, financement universel par la CSG, prestation universelle par l'assurance chômage. L'objectif n'est pas du tout ni de diminuer le niveau, ni de réduire les durées. Là-dessus, je peux vous rassurer. Par contre, j'ai la justification d'un contrôle. Parce qu'aujourd'hui, l'hypocrisie du système, comme c'est une assurance, j'ai un droit à chômage pour une certaine durée. C'est toute la polémique qu'il y a toujours eu sur les contrôles, ou même autour de l'offre raisonnable d'emploi en 2008. Et donc on contrôle le fait que vous cherchez bien un emploi. Mais comme c'est un droit que vous avez acquis par ce salaire différé, ce n'est pas un vrai contrôle, il y en a une centaine par an. Et à la fin, vous vous retrouvez chômeur en fin de droit, puis vous tombez dans les minima sociaux. Ce qui ne marche pas dans notre système, c'est ni on incite, ni on aide les chômeurs à aller vers un emploi d'avenir, vers un vrai emploi. Et donc, le cœur du problème, ce sont les... Est-ce que j'ai tort de dire que, par exemple, vous escomptez sur ces contrôles 1 milliard d'euros d'économies? Non, et parce donc que les c'est pas chômeurs sur les en feront contrôles. frais. Non, je vais vous expliquer, c'est sur Vous voulez dire, l'articulation. est-ce que c'est pas la règle à calcul financière et Non, c'est pas les parce que individus qui comptent, quoi? Non, je vais vous expliquer. Ouais. J'articule justement cette transformation de la gouvernance avec une réforme à la fois des contrôles et de la formation. Je m'explique. Quand vous tombez au chômage, le premier mois, on fait un bilan de compétences. On regarde vos compétences et on regarde les offres d'emploi en face. S'il y a des offres d'emploi qui existent face à vos compétences, on vous les propose, qui sont, qui sont à la distance qui vous permet de les avoir. C'est-à-dire pas hors de la région, pas à des distances kilométriques. C'est un sujet très sensible pour les chômeurs, c'est-à-dire à même distance kilométrique que votre dernier emploi.
c'est ce que j'appelle l'offre acceptable, et à un niveau de revenu de référence qui correspond à ce qu'on a fait avec l'offre raisonnable d'emploi, c'est-à-dire 95% dans un premier temps, 90%, et il ne faut pas qu'il y ait plus de 20% d'écart. Ça, ce sera à négocier, mais c'est ce que j'ai en tête. Et c'est les partenaires sociaux qui le définiront dans la négo qui doit être faite. Mais on fait votre bilan de compétences, on regarde les emplois qu'on peut mettre en face. S'il y a des emplois à proximité, vous pouvez en refuser 2. Mais au troisième, je suis en droit de vous enlever l'indemnisation, puisque manifestement, vous ne voulez pas travailler. Vous êtes avec un emploi qui est comparable, qui n'est pas décorrélé en termes financiers et qui correspond à vos compétences. Donc là, oui, j'assume totalement, il faut faire un contrôle. Ça tordra le cou à cette idée qu'il y a des gens qui profitent du système. C'est une infime minorité. Une infime. Si c'est 1 milliard d'euros d'économie, non. Mais non, parce que si vous me permettez, je continue mon raisonnement. Derrière, s'il n'y a pas d'offres qui correspondent à vos compétences, je vous forme. Et c'est là la révolution. C'est qu'aujourd'hui, si il n'y a pas d'emploi, personne ne vous forme pour aller vers un emploi qui existe dans votre bassin, dans votre région, ou là où vous voulez aller. Rien. Je m'explique, vous êtes aujourd'hui à un guichet de banque. Dans les 10 années qui viennent, compte tenu de la révolution numérique, énormément d'emplois seront supprimés dans ce secteur. C'est la réalité. Il faut la regarder en face, 50 à 60%. On ne le remplacera pas par d'autres emplois dans la banque. Ça n'est pas vrai. Parce que il en est ainsi. Aujourd'hui, le système de formation fait que si vous êtes licencié, alors que vous étiez guichet de banque, je vais vous proposer des formations anecdotiques pour passer de guichet qualification 1 à guichet qualification 2 ou un autre métier dans la banque. J'ai des besoins dans des métiers des énergies renouvelables, dans des métiers liés à la dépendance, qui sont des métiers de service, voire dans l'industrie, à la chaudronnerie. Il y a énormément de besoins. Aujourd'hui, rien n'est fait pour vous former vers ces secteurs. Et donc, ce que je fais en même temps, c'est une transformation profonde de la formation professionnelle pour la désenclaver des partenaires sociaux et de la gestion de branches. Ils en seront les opérateurs, parce qu'il y en a qui le font très très bien. Mais c'est justement cette nouvelle structure tripartite, qui est emploi, qualification professionnelle et parcours professionnel, qui regardera les besoins et pourra vous orienter vers une formation qui existe et vous permet de retrouver un emploi. Et j'assume de payer 6 mois, 1 an, 18 mois de formation qualifiante pour que vous puissiez changer de vie professionnelle. Ce qu'on ne fait pas du tout. Et c'est pour ça que dans le plan d'investissement que je porte, les 50 milliards d'investissement sur le quinquennat, il y a 15 milliards qui sont fléchés sur la formation des personnes. La formation des plus jeunes, en élargissant une des très bonnes choses de ce quinquennat qui a été la garantie jeune, et une formation du million de chômeurs qui sont aujourd'hui peu qualifiés ou qualifiés de manière inadaptée et dont on sait qu'ils n'auront jamais d'emploi. Aujourd'hui, quand on dépense 100 de formation professionnelle, il y en a 10 qui vont vers les chômeurs. Et c'est comme ça que vous faites des économies, en articulant cet ensemble. Et donc, je ne veux pas d'un système qui, parce que vous n'acceptez pas un mini-job qui ne correspond pas à vos qualifications, vous met dehors. Ça n'est pas vrai, ce ne sera pas ça ce que je fais. Je ne veux pas d'un chômeur qui, bien qualifié, ayant des offres d'emploi, préfère rester au chômage. C'est minoritaire, mais ça n'existera plus. Mais je ne veux pas non plus d'un système, moi je l'ai connu dans ma région, et on en voit dans toutes les régions qui votent Front National, ce sont des gens qui tombent au chômage, jusqu'à fin de droit, minima sociaux, on ne leur propose jamais des formations pour se requalifier. Voilà, donc c'est ça cette révolution d'ensemble. On accroche un investissement, un changement en profondeur de la structure de la formation professionnelle, un changement de la gouvernance de l'assurance chômage. Merci Laurent Mauduit. Une dernière question, question, sur ce sujet de Mathieu. Ça concerne la question de la réforme des retraites. Alors, évidemment, c'est pas facile forcément de répondre par oui ou par non sur la question des réformes des retraites, mais c'est ce que je vous demande. Est-ce que vous pourriez vous engager, vous allez lancer une réforme des retraites début de l'année prochaine, d'après ce que vous avez dit, si vous êtes élu président de la République. Est-ce que vous pouvez vous engager sur le maintien du pouvoir d'achat des retraités actuels, mais aussi à venir d'une certaine façon, sans augmentation de la durée d'activité, je veux dire au-delà de ce que fait la démographie de façon normale. En gros, est-ce qu'on protège ou est-ce qu'on va dans une sorte d'aventure dont c'est tout on ne sauf voit une aventure. Dans les 5 ans qui viennent, je garantis le maintien de tout. Il n'y aura pas de décalage de l'âge de départ, il n'y aura pas de baisse du niveau des pensions, il n'y aura pas d'augmentation du niveau des cotisations. Et la suite ? Ensuite, on rentre dans un système qui est l'inverse de l'aventure, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune, vous ne croyez plus dans le système des retraites. Et je vous défie, pour toutes celles et ceux qui sont là, de me dire s'ils savent quels sont leurs droits à retraite. Plus personne n'a confiance dans le système. C'est indébrouillable. Et alors, surtout, si vous changez de carrière ou vous avez des ruptures de parcours, fini. Et ça mine le système. Et c'est ça qui va fragiliser le système par répartition. Parce que les gens
vont vers des comportements de plus en plus individuels et vont capitaliser. Moi, je crois au système par répartition, mais je veux qu'il soit transparent. Donc, ce qu'on va mettre en place, il y a d'abord un temps de concertation, de négociation, puis on légiférera, premier semestre 2018, pour mettre un système en place unique, où chacun aura accès à son compte unique, à point, par répartition. Vous avez bien dit, on prend le temps de la concertation. Ah Et de la ça, c'est négociation. Ça, c'est- Totalement. La Ça, c'est négociation, ça, on fait c'est pas un comme chemin. l'an dernier, là. Ah La non, loi ça, travail. ça, c'est un chemin Bon. très long, très lent. Non, mais parce que la clé, c'est la confiance dans la société. Et donc, ça, c'est pour moi, une des réformes fondamentales de ce quinquennat, si je suis élu, mais qui doit refonder la confiance dans la solidarité intergénérationnelle. Donc là, on prendra beaucoup de temps. Mais derrière, l'objectif, c'est d'arriver à un système où, pour chaque année, pour 1 euro cotisé, vous savez quel droit vous avez acquis. Parce que les paramètres sont fixés. Et ensuite, il n'y a pas de finance magique par rapport à votre question. C'est-à-dire que, une fois qu'on a déterminé les choses, il y a un point de départ pour tout le monde. Mais d'abord, c'est plus juste. C'est-à-dire, il n'y aura plus une catégorie, un secteur qui partira à 55 ans, l'autre à 65 ans. Deuxièmement, comme c'est des droits individuels, on fera vivre cette réforme. Moi, j'aime pas le terme de pénibilité, parce qu'il stigmatise des métiers. Mais il y aura un suivi individuel des tâches que vous appliquez au cours de votre vie. Si vous êtes exposé au très chaud, au très froid, à des coups, à porter des palettes, etc., vous avez des bonus. C'est tout ça qui sera négocié, qui doit l'être avec les partenaires sociaux, branche par branche. Vous faites plus que ce qui existe aujourd'hui avec le compte pénibilité ou juste vous supprimez le nom Non, parce que on vous n'aimez pas l'affine. Non, pénibilité. parce qu'aujourd'hui, le compte pénibilité, il n'existe pas totalement. Il y a 4 critères qui marchent, les autres sont gelés. Et on n'arrivera jamais à les débrouiller au niveau de la loi. Donc moi, je veux des négociations par branche sur ces critères, et je veux qu'on puisse le décliner de manière individuelle. C'est ça qui est intelligent. C'est de manière individuelle que votre parcours soit pris en compte. Quand vous êtes ouvrier à Arc International, qui est une entreprise que j'ai réussi à sauver quand j'étais ministre, vous avez des conditions terribles de travail. L'espérance de vie, elle doit être de 62 ans. Vous imaginez, aujourd'hui. Dans une autre entreprise Donc que ça, je n'ai ça pas doit être négocié réussi à dans sauver l'entreprise, c'est pour ça que vous être dites. uni, pour être juste avec moi-même, Vivart, par exemple, où il y a un plan social qui est en cours, l'espérance de vie est plus large parce que ce sont des métiers plutôt de service. Mais ça, pour vous Donc montrer. ce sera négocié dans l'entreprise. Donc, ce sera négocié dans la branche, Dans la les branche, critères, d'accord. et ensuite, il faut un suivi individualisé. C'est pour cela que je crois à la médecine du travail. C'est un de mes points de désaccord profonds avec la loi travail, et c'est un des sujets sur lesquels je reviendrai, ça je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Mais vous individualisez les critères, pour ce qui est de ce qu'on appelle aujourd'hui la pénibilité, mais derrière, vous avez un régime qui est le même pour tout le monde, qui est très simple, 1 euro cotisé donne lieu au même droit. Bon. Et après, chaque année, il doit y avoir un débat parlementaire qui définit les modalités. C'est-à-dire que vous devez le faire vivre, ce système. Excusez-moi, Et- est-ce que juste vous individualisez, c'est-à-dire dans une entreprise exposée ou, je ne sais pas, dans la sidérurgie ou dans l'entreprise dont vous parlez, ça pourra être 62 ans en fonction d'une entreprise. Enfin, si on meurt à 62 ans en moyenne, on partira soit à 55 ans en fonction, dans une entreprise ou à 50 ans dans une autre. Ça veut dire que vous Si allez... vous individualisez la Ah bah, question ça de la veut dire que pénibilité. si vous... C'est assez... Mais non, parce que vous le serez à chaque instant et les critères seront justes pour tout le monde. Mais c'est simple, ce qui est d'ailleurs plus juste, on est tous les deux dans l'entreprise Arc International. Vous avez commencé à travailler à 28 ans. Moi, j'ai commencé à 16 ans. Alors 16 ans, il y a aujourd'hui le décret carrière longue, mais j'ai commencé, mettons, à 19 ans. Aujourd'hui, le système, il me donne des trimestres, il bonifie un peu, mais il écrase nos différences. Vous êtes à un poste d'encadrement, moi je suis un poste qu'il y aura très des critères exposé. généraux. Ce ne sera pas juste Ah bah, il y a que- individualisé. Non, il y a des critères généraux, mais pour la partie pénibilité, elle doit être vue au plus près du terrain. D'accord. Parce que c'est la réalité de la pénibilité. Sinon, on recrée des régimes spéciaux, ou parce qu'il y a un risque d'escarbille, on fait que des centaines de milliers de personnes ont un régime spécial et partent plutôt à la retraite. Vous voyez, il faut aller au bout du système. Mais sur la pénibilité, j'en parle parce qu'il est important et je pense que beaucoup de nos auditeurs comptent là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est la rendre plus intelligente, donc qu'elle soit négociée par branche. Ensuite, que sa réalité, on puisse l'avoir au niveau individuel. Et D'où derrière, ce que vous disiez sur la médecine du d'où ce travail. que je disais sur la médecine du travail. Et derrière, surtout, que l'innovation technologique permette au maximum de l'éradiquer dans l'entreprise, parce qu'il ne faut pas en faire une fatalité. Et du travail, quand même. Oui, mais pardon de vous le dire, c'est quand même en train de beaucoup changer sur toute une partie de l'industrie. Mais il faut qu'on avantage justement les entreprises qui font ces investissements, qui réduisent la pénibilité, qu'on pénalise un peu les autres. C'est cette histoire de bonus-malus que j'ai proposée. Et donc voilà comment on fait vivre ce système. Après, pour être très clair, dans le futur, une fois qu'il est mis en place, comment ça marche ? Ben, chaque année, il y a un débat qui doit être transparent, qui est un débat d'intérêt général. Comment on fait vivre les paramètres ? Soit on dit, il y a un critère automatique qui fait qu'on décale l'âge de départ à la retraite en fonction de l'allongement de l'espérance de vie. Soit on a un débat en disant, non, on ne veut pas décaler l'âge de départ, on préfère
eh bien, baisser le niveau des pensions, augmenter le niveau des cotisations, mais tout est transparent pour tout le monde. On n'ajuste pas sur une toute petite partie. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des réformes de retraite par convulsion tous les 5 ans, c'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est-à-dire, c'est souvent les plus jeunes, qui ont les vrais ajustements de long terme, et ceux qui sont au régime général. Mais on protège tous les régimes qu'on a mis à la périphérie et qu'on a protégés, et on a un truc qui n'est pas transparent du tout. Donc voilà, c'est des sujets très compliqués, j'en ai conscience, Non, mais c'est un sujet fondamental. Emmanuel Macron, pendant que s'installe pour le 3e temps d'interpellation Jade Lingard sur les questions d'environnement, une question plus générale, je dirais, mais importante sur le ressenti. Une campagne, c'est une affaire d'image, hein, c'est aussi une affaire de sensibilité, d'écho. Au fond, votre imaginaire sur ces questions-là. Je dis ça parce qu'évidemment, on a reçu un mail des salariés de Whirlpool qui disent quand même, bon, est-ce que vous connaissez, vous avez déjà répondu, le groupe américain fait de gigantesques bénéfices, justifie la fermeture à cause de seuls chiffres, chute du chiffre d'affaires de l'entreprise française qu'il a organisé en transférant la production vers la Pologne. Vous connaissez aussi cet appel des solidarités qui est la rencontre entre d'un côté Emmaüs, ATD Carmonde et la Fondation Hulot et 80 organisations qui dit, c'est pour vous, hein, et si nous n'attendions plus un homme ou une femme providentielle pour nous accorder sur l'essentiel, c'est la première phrase, mais surtout il rappelle des choses qui sont une réalité. 21 milliardaires possèdent autant que les 40% les plus pauvres en France. Les 1% des plus riches détiennent 25% des richesses nationales. La fraude fiscale représente près de plus de 60 milliards par an. La fraude sociale, 150 millions d'euros par an. Enfin, je pourrais vous les détailler. Pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'il y a une question, dans le moment de crise de civilisation qu'on vit, est-ce que notre imaginaire commun, la France qu'on va construire, c'est la compétition, c'est la réussite du plus fort, c'est l'envie de consommer, l'envie de s'enrichir, l'envie d'écraser le voisin ? Ou est-ce qu'on est capable de s'inspirer de tout ce qui est dans ces mouvements de la société civile qui nous disent autre chose ? Je dis ça parce que on revient à la question d'image de tout à l'heure. Votre histoire professionnelle, le milieu social, porte ça. Ce sont des gens qui ont incarné cette idée, voilà, il faut être d'abord les vainqueurs, il faut être d'abord les compétitifs, mais il y a aussi la fraternité, la solidarité, d'autres modes, et qui sont peut-être ceux du moment par rapport à la crise de civilisation dans laquelle nous sommes. D'abord, si je n'étais que cela, je n'aurais pas fait ce parcours. Mais ce n'était pas une critique non, personnelle. mais je dis c'est important parce que si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'était étonnant comment vous dites ça, franchement. Ben non, mais c'est vrai. Non, mais je dis ça parce que c'est quand même, il faut se représenter. Les gens peuvent me renvoyer à une image, mais si c'était vraiment ça que j'aimais, j'aurais pas fait ça. Et je ne mènerais pas ce combat. La question, ensuite, non, mais je vais y venir au fond. Progressivement, vous allez voir. Allez-y. La deuxième chose, c'est que le programme que je porte n'est pas un programme qui est fait pour les gens qui réussissent, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il parle aussi à une autre France. C'est un programme de mobilité. C'était mon opposition avec François Fillon, qui, je pense, avait un programme, pour moi, conservateur. C'est-à-dire qu'il était fait pour que les gens qui ont déjà réussi réussissent mieux. C'est pour ça que j'ai assumé une part de réforme de l'ISF, mais je n'ai jamais cédé sur la part de l'ISF qui, pour moi, relève d'un enrichissement personnel. Propriété. C'est pour ça que j'ai privilégié la suppression de la taxe d'habitation, qui parle aux classes moyennes et populaires et qui est un élément de cela. C'est pour ça que le cœur de mon projet, dans l'éducation, le travail, c'est avant tout un projet de mobilité. On a confondu, parce que le système capitaliste ultralibéral s'est emballé, deux notions. Et on l'a vu dans le débat sémantique qu'il y a eu autour d'ailleurs de ma candidature. La notion de liberté et la notion d'accumulation. Je revendique le libéralisme politique. Mais parce qu'il y a derrière la notion de liberté. Pour moi, la liberté, j'y suis profondément attaché. Et il y a un paradoxe en France, c'est qu'il y a une fracture entre la liberté politique et économique, que vous représentez assez bien dans le cœur de votre électorat. Vous êtes farouchement attaché à la liberté politique, mais vous êtes sceptique sur la liberté économique. Enfin, nous sommes en même temps une entreprise mais je sais bien, qui mais crée de la valeur. Ça, ou alors plutôt le barycentre. Non, mais le barycentre plutôt de votre lectorat. Mais moi, je pense que les deux peuvent fonctionner ensemble. Mais le problème, c'est que comme on n'a pas su réguler la liberté économique, elle s'est écrasée à la notion d'accumulation et donc d'excès, excès environnementaux, excès en termes d'injustice. Et moi, je suis extrêmement préoccupé par ça parce que je pense que c'est une menace à la fois
pour notre société, pour nos démocraties, au-delà de ce que j'ai vécu dans cette campagne. Je l'ai vécu de plein fouet, dans énormément de déplacements, même moins médiatisés, mais c'est vrai que Whirlpool est le parfait exemple. Whirlpool, c'est inexplicable. Il ne faut pas chercher à tortiller, c'est inexplicable. C'est un choix souverain d'une entreprise brutale, totalement cynique, d'une hyper-violence, concomitant avec le versement de dividendes. Donc, je n'ai pas cherché à l'expliquer aux salariés. Je peux simplement leur dire, parce qu'il y a une liberté d'entreprendre dans notre pays, parce que j'ai envie que d'autres entreprises investissent, je ne peux pas interdire à une entreprise de fermer son site en France. C'est pas possible. Par contre, je serai très dur sur le plan social, je veux reconvertir le site, former les gens, voilà. Mais ça, c'est terrible. Là où je veux en venir, c'est que notre responsabilité aujourd'hui, et tout particulièrement la mienne si j'étais élu, c'est de faire vivre la liberté économique à laquelle je crois, et évidemment la liberté politique, en corrigeant les excès de ce monde. C'est-à-dire de passer de cette compétition qui mène à la cupidité ou à la fracture de tout, à une coopération qui reconnaît les talents. Et c'est ça notre défi. Et ce défi passe en effet par des lois, des normes, mais aussi un changement culturel. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser dans notre civilisation. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'il y a derrière ça, c'est la fracture des classes moyennes. Or, nos démocraties occidentales, elles se sont construites sur la défense des libertés individuelles et sur l'enrichissement progressif de classes moyennes avec une cohésion économique et sociale. Et depuis une quinzaine d'années, il y a une fracture de ces classes moyennes. Elles ne croient plus dans ce cours du monde. Et c'est ça qui vient fragiliser nos démocraties. C'est ça qui vient nourrir la montée des démocraties illibérales et la montée des extrémismes. Et si nous n'arrivons pas à remettre justement de la justice, de la convergence entre les pays, en particulier de l'Union européenne, entre nos sociétés, nos démocraties sont mortes. C'est simple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans 5 ans, moi je pense en France, c'est fini. Mais en Europe, c'est fini. Parce que si les classes moyennes ne se retrouvent pas dans ce pacte qui les ont toujours fait grandir, elles diront stop. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? La réconciliation profonde qui est le cœur de la philosophie des Lumières. C'est le fait que quand on croit à la liberté, on croit à la responsabilité. C'est ce qu'on disait sur le plan politique. Et ce qui s'est passé dans le capitalisme international, c'est que les nomades, j'en ai fait partie, j'ai connu cette vie, eh bien, les nomades considèrent qu'ils n'ont plus de responsabilité. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs actionnaires, mais elle est en quelque sorte... Hors sol. Non, elle est très simple. Elle est purement financière, elle est accumulative, justement. Mais ils n'ont plus une responsabilité au sens plein du terme, c'est-à-dire vis-à-vis de leurs voisins, de la société dans laquelle ils vivent, une responsabilité qui est environnementale, qui est en termes de justice. Si les élites économiques, sociales, politiques ne réconcilient pas leur liberté actuelle avec leur part de responsabilité, alors elles perdront cette liberté, qu'elles le veuillent ou non. C'est ça le défi culturel et politique qui est le nôtre. Ça fait tout à fait le lien avec l'avant-dernier